Bonjour, salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. La crypto vient de vivre l'un de ses plus gros scandales pour certains commentateurs. Cette fois-ci, c'est bon, c'est certain, la crypto est morte et ne se relèvera pas. FTX, plateforme d'échange centralisée, s'est effondrée et a emporté avec elle les fonds de ses utilisateurs et de nombreux clients institutionnels comme Galois Capital ou le fonds Ikigai. L'ampleur de la contagion de cette fraude historique est encore difficile à mesurer, avec des prêteurs comme BlockFi ou Genesis qui sont en extrême difficulté. Est-ce enfin la preuve que la crypto n'était qu'une large arnaque? Est-ce l'événement qui aura marqué le début de la fin des blockchains? Rien n'est moins sûr, voyons pourquoi. Revenons sur FTX. FTX est une entreprise créée à Hong Kong, grande place financière, en 2019, et depuis curieusement relocalisée dans les Bahamas. Elle a été fondée et dirigée par Sam Bankman-Fried, entrepreneur/trader, ayant fait fortune à travers son fonds de capital risque Alameda Research. FTX a connu un succès fulgurant et était devenue, selon les trimestres, la deuxième ou troisième plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies. Qui dit échange de crypto-monnaies ne veut pas dire entreprise crypto. Il est important de préciser que les principales technologies de FTX, que ce soit le registre de compte, des ordres, les transactions effectuées sur FTX, étaient off-chain. C'est-à-dire que les réseaux blockchain n'étaient pas utilisés. Quand tu achetais du Bitcoin sur FTX, après par exemple avoir déposé des euros, les balances affichées sur ton compte FTX et sur celui du vendeur changeaient. Mais en réalité, il ne se passait rien. Les euros que tu avais déposés restaient dans les comptes bancaires de FTX et le Bitcoin déposé par ton vendeur restait dans le wallet de FTX. Pour qu'il se passe quelque chose, il fallait que tu récupères tes Bitcoins ou que l'acheteur récupère ses euros. Mais tant que tu ne l'avais pas fait, ils n'étaient pas tes Bitcoins. Ils étaient un chiffre sur une interface, sur Internet. C'est là le problème majeur du web et du digital aujourd'hui. Derrière des interfaces et des applications qui nous simplifient la vie, l'infrastructure reste archaïque et son optimisation a conduit d'une part à une centralisation dangereuse qui fait qu'une poignée d'acteurs géants maîtrise le bon fonctionnement d'Internet et par là de la société, et d'autre part à une intermédiation généralisée qui enlève aux individus toute souveraineté, que ce soit sur ses actifs, sur ses aspirations ou sur ses données personnelles. Sauf que généralement, on n'a pas le choix. Si on veut avoir des fonds pour payer en ligne, il faut les avoir sur une banque en ligne ou une application financière. Si on veut rester connecté aux autres, il faut avoir des comptes chez les GAFAM. C'est là où la blockchain est si puissante, elle permet enfin par le digital, de posséder quelque chose. Si tu achètes des cryptos pour les laisser chez un intermédiaire, d'autant plus lorsque celui-ci a des ambitions de géant et souhaiterait lui-même être un GAFAM, c'est juste du non-sens. C'est comme si vous disiez non à l'alcool et vous buviez une bière. Pour moi, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose. C'est du nonsense. Du nonsense. Si tu souhaites en connaître davantage sur les sujets blockchain et Web3, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Et si cette vidéo te plaît, ajoute dès maintenant un like afin de l'aider à son référencement. Le point vraiment important à comprendre, c'est que Sam Bankman-Fried, le créateur de FTX, n'est pas ce qu'on appelle un crypto-natif ou un entrepreneur crypto. Il n'a jamais été animé par les valeurs de la communauté crypto, comme il l'a lui-même déclaré à de nombreuses reprises. Il a vu dans les cryptos un bon angle pour faire fortune et lancer des entreprises de trading. Il n'était pas là pour faire avancer la blockchain ou une quelconque technologie. Il s'en servait en réalité de façon limitée. Par exemple, à travers un utility token, le FTT, token assez banal que tout le monde peut créer et qui permettait d'avoir des avantages dans la plateforme. FTX et Sam Bankman-Fried étaient particulièrement populaires aux États-Unis car il avait su parler à une partie de la presse traditionnelle qui voyait en lui une superbe success story d'entrepreneur et un interlocuteur compréhensible avec les bonnes étiquettes, sachant qu'il se présentait en bon philanthrope qui ne cherchait la fortune que pour pouvoir la donner à des causes. C'était très sympa d'écrire là-dessus. Même après l'éclatement de la fraude dont nous allons bientôt parler, une partie de la presse reste particulièrement bienveillante. L'article récent du New York Times est dégoulinant de recherches de nuances pour justifier tous ces ratés. Ça me plaisait également aux régulateurs qui n'ont pas forcément été aussi réactifs et intransigeants avec FTX qu'avec les autres exchanges offshore, comme Binance par exemple, car Sam jouait très bien le jeu du lobbying à Washington DC et il faisait partie des premiers donateurs du Parti démocrate, principal parti politique aux États-Unis.
On parle de plus de 50 millions de dollars. Il faisait partie des interlocuteurs invités pour travailler sur les futures régulations. Encore une fois, c'était un interlocuteur respectable. Et bien évidemment, à partir de ce moment-là, il paraissait aux yeux du public comme étant un acteur très sérieux, puisqu'il travaillait avec les régulateurs. Il était forcément très rigoureux. Au niveau marketing, FTX a là aussi joué un jeu très efficace auprès des Américains, à travers le sponsoring de divers podcasts, youtubeurs, influenceurs, ou en faisant par exemple passer une publicité pendant le Super Bowl, ou encore en achetant les droits de nom sur des stades comme l'Arena de Miami. De nombreuses célébrités s'étaient engagées dans la promotion. Ce sont d'ailleurs les premiers inquiétés aujourd'hui. Ils prennent la faute bien plus que Sam Bankman-Fried ou les journalistes ou les politiques affiliés. Parlons maintenant de l'explosion de FTX. Tout s'est écroulé en quelques jours lorsque des rumeurs sur la solidité du FTT, le token de la plateforme dont j'ai parlé tout à l'heure, et rapidement beaucoup d'utilisateurs ont commencé à non seulement vendre leur FTT, mais retirer leurs fonds de la plateforme par manque de confiance, et à raison, puisque non seulement ce token supportait tellement de dettes qu'il allait cracher, mais les fonds des clients avaient en grande partie été siphonnés. Comme je l'ai dit au début, à la base, Sam dirigeait un fonds spéculatif avant de se consacrer à FTX. Un conflit d'intérêts évident que les régulateurs auraient dû considérer comme le red flag ultime, mais ils ont tout laissé passer, et bien évidemment, Sam jouait contre ses clients avec son fonds, quand il ne prenait pas tout simplement les fonds des clients pour renflouer son fonds. L'enquête, on l'espère, éclaircira exactement ce qui s'est passé étape par étape, mais c'est l'une des plus grandes fraudes de l'histoire. Et vous pouvez imaginer qu'à partir du moment où FTX a indiqué stopper les retraits des clients, la pression est passée sur les autres échanges et toutes sortes d'acteurs liés de près ou de loin à FTX. On a vécu l'équivalent d'une panique bancaire. Quand une banque connaît des difficultés et que tout le monde cherche à récupérer son argent, et qu'elle est incapable de faire face aux demandes par manque de liquidité, beaucoup cherchent à retirer leurs fonds dans toutes les autres banques en se disant qu'il vaut mieux le faire tant que c'est possible, au cas où. C'est donc un énorme stress test qui a eu lieu sur les échanges crypto. Et d'une certaine manière, c'est extrêmement sain et positif. Les échanges qui n'auront eu aucun problème à rendre leurs fonds à leurs clients auront montré qu'ils ne trichaient pas. En attendant, cette fraude a été d'autant plus énorme que personne ne la soupçonnait, voire au contraire, une majorité de gens considéraient FTX comme l'échange le plus fiable, le plus réglo, le plus efficace, alors que c'était le pire. De là se pose la question de savoir comment la disparition des fonds a pu passer sous le radar. Eh bien parce qu'encore une fois, la grande majorité de l'activité de FTX n'était pas on-chain. On a pu suivre tout ce qui était sur la blockchain, c'est-à-dire voir les mouvements des différentes cryptos sur les wallets de FTX. On pouvait retracer les dépôts, les retraits. On a toujours su en temps direct combien était sur les wallets de FTX. Mais on ne pouvait pas savoir s'il correspondait au montant des dépôts des clients, puisque les registres de FTX étaient off-chain. C'est-à-dire que s'il devait y avoir 500 000 d'un token et qu'il n'y en avait que 200 000, on ne pouvait pas le savoir. Et on pouvait absolument rien savoir des fonds en monnaie fiduciaire détenus par FTX. C'est-à-dire combien de dollars et d'euros les clients avaient en dépôt. FTX avait tout loisir de répartir ses fonds sur ses divers comptes bancaires, c'est-à-dire dans le monde financier historique où bien évidemment la transparence n'est pas présente. Le but d'un échange, c'est de permettre de faire le pont entre le monde financier historique et la blockchain. C'est un pont, c'est-à-dire qu'il faut le traverser. Aujourd'hui, malheureusement, pour beaucoup qui font leur premier pas dans la crypto, et surtout ceux qui voient ça comme une pure opportunité d'investissement, la familiarité de l'expérience utilisateur, le fait que l'appli soit rapide, qu'on puisse acheter et vendre en 2 clics, c'est tout ce qui compte. Et l'habitude de faire confiance à des banques ou entreprises intermédiaires pour assurer la garde de ses actifs fait qu'il est presque naturel de laisser ses fonds sur le site où on achète et vend les choses. La question de savoir, mais est-ce que je ne devrais pas prendre contrôle des cryptos que j'ai achetés passe au second plan. Derrière, comment je peux baisser mes frais, acheter sur un autre échange. Et les échanges, pour croître leur business, ont tout intérêt à vous rendre addict à leur plateforme et à ce que vous y laissiez vos fonds. Aussi, ils sont capables de répondre à vos besoins facilement et au final, ils ont développé des activités très diverses, comme des produits dérivés, des options, des produits de rendement, des services de staking ou aussi des cartes bleues. À tel point qu'ils sont devenus des banques, plutôt des néobanques. Finalement, beaucoup plus proches du monde financier historique que de la crypto. Ils sont très très forts et au quotidien, c'est vraiment pratique car ça permet le transfert de moins, les 5 minutes d'attente de moins, les 10 centimes de frais de moins. Quand ils n'offrent
pas carrément des cashbacks ou des cadeaux. Et alors que la crypto a pour but d'éliminer les intermédiaires et le besoin de confiance, de permettre à chacun de disposer de ses actifs directement, d'être sa propre banque, des entreprises ont profité de l'appétit initial des gens pour la crypto pour construire des business similaires à celui des néobanques. Une des solutions pourrait être la régulation, mais je reste sceptique car jusqu'à maintenant celle-ci, notamment en Europe, évite les vrais sujets qui pourraient permettre l'adoption de la crypto, et d'une certaine manière, elles n'ont fait que rendre peu compétitives les entreprises les plus honnêtes et pousser les clients à aller voir ailleurs. Comme l'a illustré la fraude de FTX, les échanges auront beau paraître très sécurisés, très ergonomiques et faciles à utiliser, et très proches des régulateurs, il est temps de les remettre à leur place. Cette crise semble pousser les échanges à pratiquer la preuve de fond, c'est-à-dire de montrer qu'ils conservent bien les fonds de leurs clients. C'est un premier pas, mais c'est tellement facile de tricher. Une bonne nouvelle, c'est que lancer un utility token ne va plus aller autant de soi quand on a vu les ravages que cela pouvait causer. Par contre, les échanges non seulement transparents, mais développant ou s'intégrant à des wallets, vous incitant à récupérer vos actifs, vont dans le bon sens et sont à privilégier lorsque vous avez besoin de traverser ce fameux pont vers la crypto. Quelle solution pour aller de l'avant? Pour moi, c'est clair, cela doit passer par l'éducation. Je ne vais pas trop revenir sur la faute des médias traditionnels qui ont l'air soit de n'avoir rien compris à la technologie ou alors ne font que dans le sensationnel. Il y a aussi une faute collective des communautés crypto qui ne vont pas forcément suffisamment vers le grand public pour démocratiser son accès. C'est ce qui me pousse à lancer cette chaîne. C'est une manière de poser ma pierre à l'édifice à travers une chaîne qui, je l'espère, permettra de faire découvrir ce qu'il y a de mieux, donnera envie de s'y intéresser, mais aussi et surtout de pratiquer, de découvrir les choses par soi-même. Je suis persuadé que le meilleur investissement que l'on peut faire aujourd'hui, c'est de passer du temps autour de cette industrie crypto débordante d'énergie, à s'ouvrir au Web3, à participer à des DAO, à rejoindre des communautés. Ceux qui, au final, ont le plus profité de l'arrivée d'Internet, ce sont les internautes qui ont vu le web se construire pas à pas, qui ont construit des sites quand personne ne le faisait, qui étaient les premiers sur les réseaux sociaux, qui ont mis l'Internet au service de leur vie et de la société. Et pas forcément ceux pour qui c'était un buzzword sur lequel miser en bourse. On avait beau être sûr et certain qu'Internet allait changer le monde, investir ses économies dans tout et n'importe quoi n'était pas forcément la meilleure façon d'en profiter. La base de la base, c'est donc de se mettre à utiliser la blockchain. Certes, aujourd'hui, l'expérience utilisateur n'est pas encore idéale et elle rappelle, pour continuer la comparaison avec Internet, cette époque où l'accès à Internet était lent, pénible, où envoyer un mail était un vrai parcours du combattant. Mais les progrès sont fulgurants, à l'image de la maturité croissante de la technologie. Les wallets s'améliorent, les interfaces deviennent intuitives. C'est de tous ces sujets que je vais parler sur cette chaîne à travers les projets et les applications qui présentent un réel intérêt. En prenant un recul sur cette actualité, ce qui est le plus fascinant est de voir qu'aucun principe ou aucune technologie crypto n'a été mis en cause, n'a failli, que les échanges ou prêteurs décentralisés, les équivalents on-chain des entreprises qui ont fraudé et qui viennent de chuter, n'ont eu aucun problème. D'une certaine manière, la blockchain sort renforcée et légitimée de ce scandale et de cette fraude qui pourrait être le coup de pouce dont elle avait besoin pour être plus utilisée. Comme la crise de 2008 avait elle-même donné naissance au Bitcoin. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un commentaire pour partager ton expérience ou opinion sur ces vastes sujets. Et je te dis à bientôt. Salut la compagnie.